je vais vous présenter rapidement les intervenants. Donc l'idée, c'est de constituer un panel un petit peu représentatif justement de ces expériences de partenariat entre des collectivités, des projets collectifs. Donc, et Jean-Philippe assurant un peu le fil rouge pour Cap Rural. Donc Isabelle Leneuse qui est présente avec nous, donc qui est à la fois formatrice et responsable également du pôle ressources ESS de l'association âme Sud dans le Sud Ardèche. Donc une association qui est déjà ancienne, qui a une grande expérience de l'accompagnement à la création d'activités et qui a développé également un pôle spécifique ESS, donc qui est plus tourné vers les projets collectifs. Donc il y a beaucoup d'expérience et puis surtout de cas concrets de ces relations avec les collectivités. On a ensuite le projet Magasin Général qui est représenté justement des deux côtés, côté collectivité et côté acteur. Donc Pascal Bruno qui est avec nous et un membre du conseil d'administration de Magasin Général, donc qui est une épicerie coopérative et citoyenne qui a différentes axes de travail aussi sur le domaine de l'alimentation. Et puis Fabrice Serrano qui est donc ancien maire de la commune qui a travaillé donc à la création de ce pôle d'activité. Il pourra nous en dire davantage. Il faut savoir que maintenant, cette commune, enfin la commune d'origine, je crois que c'est Saint-Bernard-du-Touvet, a été regroupée et s'appelle maintenant les Plateaux des Petites Roches. Et puis donc Jean Riaillon, qui est élu local donc adjoint au maire à Beaufre et également vice-président de la communauté de communes Rhône-Crussol, qui est située en Ardèche également et qui est située un petit peu à la hauteur de Valence, le long du couloir rhodanien, donc aussi un territoire rural. Donc 13 communes, 30 000 habitants. Donc voilà pour la, les participants. Donc chacun va pouvoir nous apporter son témoignage. Et donc pour situer, donc c'est des enjeux peut-être pour actualiser un petit peu les enjeux autour de la coopération justement en milieu rural et l'entrepreneuriat collectif. Donc c'est des enjeux qui sont forts en ce moment puisque on est quand même dans un contexte de crise généralisée à différents niveaux. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais du coup le milieu rural évidemment est au cœur de des problématiques qui sont posées, tant en termes de mobilité, de crise de l'inflation, de problématiques économiques donc, mais également avec un rural qui devient de plus en plus contrasté. En fait, il y a des fossés qui se creusent un peu aux différents niveaux avec en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, des régions qui deviennent très isolées, d'autres qui sont revitalisées avec des initiatives qui sont nombreuses, des villes moyennes qui cherchent aussi leur place et dont certaines sont aussi en cours de revitalisation. Et puis pour ce qui est de la région, une grosse incertitude sur les activités hivernales autour du tourisme qui sont quand même un problème aussi de développement local. On a dans ce paysage-là des communautés de communes qui s'affirment de plus en plus comme des partenaires incontournables, qui commencent à développer aussi pas mal d'actions, des intercommunalités. Et on est en pleine phase de déploiement de la nouvelle programmation et ça occasionne des troubles importants. Bon, vous savez tous les difficultés que le Cap Rural traverse, mais il y a aussi des changements d'orientation en cours. Et puis, ben, le rural devient aussi un lieu refuge. On l'a expérimenté cet été avec la canicule. Vous étiez nombreux, sans doute, à vous trouver un lieu en milieu rural, plus au frais et peut-être un petit peu moins exposé. Donc, du coup, tous ces enjeux-là nous montrent que le paradigme de la coopération, est-ce qu'il faut rentrer dans un nouveau paradigme de la coopération, accélérer peut-être et trouver des formes encore plus actives et dynamiques pour avancer. Donc, c'est le thème général. Donc, on va simplement vous faire un petit rappel. Jean-Philippe va nous faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'on a mis dans cette recherche-action autour du thème entrepreneuriat collectif. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce qu'on met derrière? Donc, Jean-Philippe, je te laisse préciser un petit peu ce point. Tu n'avais pas le micro, ton micro n'est pas allumé. Voilà, ça va mieux aller là, effectivement. Là, c'est Donc, bon. tu fais bien d'appuyer sur le terme entrepreneuriat collectif, parce que le travail qu'on a mené, il se situe bien dans ce cadre, entrepreneuriat collectif, quoi. Donc, il y a bien cette notion d'entrepreneuriat qui est fortement présente. Alors, en deux mots, simplement dire pourquoi on s'est attaqué à ce sujet. En fait, nous, à Cap Rural, depuis déjà quelques années, on, a, enfin, on repérait
des projets d'entrepreneuriat collectif qui se montaient dans le rural, donc qui était une manière d'entreprendre qui était un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Une façon d'entreprendre qui apportait des réponses un peu insolites aux besoins qu'on pouvait avoir sur les territoires. Et donc, comme on s'intéresse fortement à la création d'activités pour le rural, on s'est dit que ça serait quand même très intéressant eh ben, de mieux comprendre quels sont ces projets, de voir comment ils s'intègrent dans les territoires et comment ils s'articulent avec les acteurs du territoire, alors que ce soit les collectivités ou d'autres acteurs. Et donc, à partir de là, enfin, comprendre ces aspects-là pour derrière voir si quels sont les enjeux et quels sont les points sur lesquels c'était intéressant qu'on travaille pour effectivement faciliter le lien entre ces projets collectifs, les acteurs du territoire, avec in fine l'idée de se dire que voilà, c'était intéressant de fluidifier les relations, etc., pour que les projets, euh, ils émergent et ils se mettent en place le plus facilement possible sur les territoires. Donc voilà de façon un peu rapide ce qui nous a amené à travailler cette question. Donc effectivement, en 2020, partant de ces constats-là, on a 2020-2021, on a lancé une étude d'action donc qui a été réalisée par Jean-Luc et Charlène Nicotet. Et donc, du coup, l'idée étant effectivement, de comprendre ce que je viens de vous expliquer. Alors, pour nous, l'entrepreneuriat collectif, c'est deux choses. Enfin, nous, on l'a défini comme ça. Après, on pourra en rediscuter après les débats. Mais enfin, en tous les cas, on l'a défini de la manière dont je vais vous l'expliquer. Enfin, et on a conduit les travaux sur cette base-là. La première, c'est que euh, pour nous, c'est des initiatives entrepreneuriales. Donc, j'insiste bien sur le terme entrepreneurial, portées par un groupe d'individus donc privées ou des structures privées ou publiques, regroupées formellement dans un projet d'activité économique collectif avec un statut spécifique, donc les SCIC, associations, etc. Et donc, la deuxième forme d'entrepreneuriat collectif qu'on a identifié nous et qu'on a défini, c'était plutôt des dynamiques économiques collectives associant plusieurs structures privées ou publiques, fonctionnant en réseau et maillés et coopérant ou collaborant. Et là, on est plutôt dans l'entrée PTCE. Donc, ce qui est intéressant, ce qui nous a semblé intéressant dans ces définitions, c'est qu'effectivement, c'est des projets qui ont une visée entrepreneuriale, clairement, en collectif, mais qui, au-delà de ça, ont une approche de développement local. Alors, une approche de développement local, ça veut dire quoi? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que c'est des projets qui se montent sur le volet entrepreneurial avec enfin, une forte volonté à valoriser les ressources locales. Ça, c'est la première chose. Et il y a un deuxième aspect qui est quand même assez intéressant, enfin que nous on a relevé, qui nous paraissait intéressant, c'est que ces collectifs-là, au-delà de leur aspect entrepreneurial, ils ont un impact sur les territoires, notamment en proposant d'autres choses. Ouais, je sais pas, on va prendre l'exemple de Quartier Métisseur, par exemple, je pense à eux parce qu'ils faisaient partie du groupe de travail. Bon, oui, ils ont effectivement un collectif, ils ont développé de l'activité autour de ce collectif, mais au-delà de ça, ils ont un café associatif, ils proposent des actions culturelles aux gens du territoire, etc. Donc on a bien ces deux notions-là, quoi. Donc voilà un petit peu la façon dont on l'a défini. Et sur cette base-là, eh ben, on a mené un travail d'enquête auprès des porteurs de projets qui rentraient dans la définition que je viens de vous donner. Et on essaie de comprendre comment ça fonctionnait. Et ce qui pouvait être des points valorisés, ce qui pouvait être des points de blocage sur lesquels il pouvait être intéressant de travailler, de réfléchir pour apporter des solutions, mettre un peu d'huile dans les rouages. Euh, donc du coup, cette étude, elle avait pour objectif de décrypter des nouvelles formes d'entrepreneuriat collectif, c'est ce que je viens de vous expliquer, de décrypter des nouveaux types d'activités en collectif, parce que ça aussi c'est des caractéristiques enfin, qu'on a pressenties de ces nouvelles, enfin, de ces démarches originales, c'est que ça permet, au-delà de, d'être une nouvelle forme d'entrepreneuriat, de développer des activités nouvelles qui souvent, ça aussi un lien au développement local, viennent répondre à des besoins des territoires. Et puis enfin, on a essayé de comprendre, de décrypter quel était le lien au développement local d'une part, mais aussi quel était le lien entre ces projets collectifs et les acteurs du territoire, notamment les collectivités locales, comment ça fonctionnait, et donc quels étaient
les interactions qu'il pouvait y avoir, comment ces projets allaient s'intégrer dans des politiques ou pas de collectivité, etc. Donc c'est tout ça qu'on a essayé de faire. Donc moi je vais peut-être m'arrêter là parce qu'on va avoir après la table ronde, on fera un petit peu enfin pas le bilan, mais on résumera un petit peu ce que l'étude nous a apporté, et puis on verra aussi quelques pistes les pistes de travail qui en sont ressorties. Mais pour poser le sujet, voilà pourquoi on a travaillé ce sujet, voilà comment nous on l'a appréhendé, et donc voilà ce que je peux dire pour répondre à ta question, Jean-Luc. Merci Jean-Philippe. Donc, on va passer maintenant à comment ça se passe concrètement sur le terrain. Donc, je vais demander aux différents intervenants de nous communiquer un échange, un partenariat, une expérience qui a été profitable par rapport à ce que vous avez vu dans votre projet ou autour de vous. Donc, profitable aussi bien, alors ça peut être plutôt pour le collectif, plutôt pour la collectivité ou pour le territoire. Donc, c'est une manière de rentrer un petit peu dans le sujet, de rentrer dans des cas concrets. Donc, je vais commencer avec Isabelle. Isabelle, est-ce que toi, dans ta pratique d'accompagnement, vous, au niveau de l'association AMSUD, est-ce que tu pourrais extraire un exemple qui t'a semblé vraiment intéressant, justement, et qu'on pourrait décrire? Euh, oui, alors plusieurs exemples hein, me viennent en tête. Hein. Donc, nous, on est situé plutôt dans la partie sud Ardèche. Euh, les exemples de partenariat entre entreprises collectives et collectivités, ben, on en a plusieurs. Un certain nombre se sont développés, notamment avec un aspect qui a été un peu générateur, qui a été la fin du dernier commerce du village. Donc, on a plusieurs expériences comme celle-là où la collectivité voilà, c'est inquiétée de cette disparition qui est aussi signe voilà, qui peut engendrer des choses dans le lien social. Et du coup, il y a eu un maillage qui s'est fait avec soit des porteurs de projets collectifs, soit déjà des entrepreneurs ou des structures déjà existantes pour monter un projet ensemble pour essayer voilà, de pallier à cette disparition et proposer. Ça c'est beaucoup. Euh, ça c'est beaucoup. Ça a beaucoup tourné avec l'enjeu de maintenir un espace de lien social sur des communes. Alors, c'est des petites communes hein, généralement. Donc on a plusieurs exemples hein, et donc ça se traduit concrètement souvent par la mise à disposition d'un local qui permet de développer alors des expériences. Donc on a des expériences de café associatif qui se sont montées avec souvent d'autres activités, d'ateliers, d'espaces culturels, ouais, différents ateliers qui se montent autour de ces lieux. Il y a aussi des exemples de coopératives de boulangers notamment qui sont implantés voilà, sur une activité de boulange et qui peu à peu à la demande de la commune ont développé d'autres choses autour de café. Pareil, c'est souvent la notion de café ou de services de première nécessité, petite épicerie, voilà, qui se mettent en place. Oui, donc là, on voit vraiment l'intérêt de la dimension collective. Et c'est un cas assez fréquent où une commune se retrouve sans activité et doit trouver une forme d'inventivité pour recréer quelque chose. Mais ce quelque chose est souvent différent et apporte une dimension nouvelle au commerce ou à l'activité antérieure. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a Jean qui est arrivé, Jean Riadon, donc élu et vice-président de la communauté de communes Rhône-Crussol. Donc Jean, si vous pouvez ouvrir votre micro maintenant et puis finir de vous présenter, parce que j'ai dit deux mots déjà, mais simplement nous dire, est-ce que vous, dans votre territoire, vous pouvez nous citer ou nous illustrer un exemple de coopération, justement? Oui, bonjour à tous. Bon, j'espère que le réseau va éviter de hacher notre communication. Pour l'instant, ça va, on Bien, t'entend bien. je suis un élu. Ouais, je suis un élu sur le territoire Rhône-Crussol. C'est une communauté de communes de 13 communes. Je crois que Jean-Luc l'a rappelé tout à l'heure. 13 communes, nous faisons face à l'agglo de Valence, en particulier Valence, donc.
Et ces 13 communes s'étendent sur une partie vallée du Rhône et une partie plateau Vivarais, qui nous amène à considérer l'aspect ruralité dans toute sa dimension sociale, économique. Voilà. Moi, je suis élu à la communauté de communes comme étant un vice-président. C'est assez pompeux, mais je m'occupe d'une commission agriculture et viticulture, très particulièrement sur l'aspect économique et foncier. J'ai été élu en 2020. Je sortais, je suis un jeune retraité, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Je sortais d'un milieu industriel de l'aéronautique, donc vous imaginez bien que l'agriculture, pour moi, hormis mes racines familiales, j'avais relativement peu de liens fonctionnels. Et il m'a paru intéressant de réappliquer des préceptes d'organisation tels que l'on voit dans certains milieux industriels. Eh bien, tout simplement, je suis allé voir avec les équipes des agents de la communauté de communes. Je suis allé sur le terrain, je suis allé voir les agriculteurs et je leur ai demandé quelles étaient leurs situations, leurs problèmes et leurs ambitions. Avec les réponses obtenues, nous avons matché un petit peu avec les enjeux sociétaux, environnementaux, économicaux, etc. Sachant que nous étions quand même très attachés à des enjeux PCAET, plans alimentaires interterritoriaux, plans pastoraux interterritoriaux aussi, eh bien, nous avons mis en place un plan d'action pour l'agriculture sur notre territoire. Et il est apparu un certain nombre d'enjeux. Moi, je vous les rappelle, hein, si vous voulez. Hein. D'abord, il y a eu l'eau. Et on va se concentrer sur l'eau puisque c'est l'objet de mon intervention. J'espère que vous m'avez encore, Oui, on t'entend bien et du coup, que j'ai des coupures. est-ce que justement autour de la question de l'eau, est-ce qu'autour de la question de l'eau, il y a un projet collectif qui est apparu, qui s'est dessiné avec les agriculteurs du territoire? Voilà. Est-ce que Voilà, après cette intro qui était peut-être un peu longue, il est apparu que en rencontrant que ce soit les agriculteurs ou que ce soit des experts un petit peu visionnaires sur l'aspect agricole et l'évolution de l'agriculture en regard de l'évolution environnementale, eh bien, nous avons matché, enfin, nous avons axé un certain nombre d'actions autour de l'irrigation en agriculture. Alors, nous avons observé deux choses, c'est qu'à l'heure qu'il est sur notre territoire, il y a eu dans les années 70-80 une prolifération de création de retenues collinaires qui permettaient aux agriculteurs d'irriguer leur production. Progressivement, on s'est aperçu qu'en termes de foncier, eh bien, les agriculteurs disparaissent progressivement et au profit d'investissements privés. Et donc, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sur notre territoire et sur les bassins versants considérés avec un millier de retenues collinaires recensées. Et sur ce millier de retenues collinaires recensées, à peu près 200 ou 300 qui sont aujourd'hui sans usage. Sans usage, ça veut dire qu'il y a des privés qui s'en servent pour faire du pédalo, quoi. Enfin, je le dis un peu brutalement, mais et trivialement, mais avec des barrières inaccessibles, etc. Donc, on a deux objectifs au sein de la collectivité, c'est de remettre à disposition ces retenues collinaires existantes, sans usage, au profit des agriculteurs existants ou qui s'installent. Alors, quand je dis qu'ils s'installent, ça veut dire qu'on essaie de mettre à disposition le foncier voisin pour qu'il y ait de jeunes agriculteurs et qui pourront irriguer du maraîchage ou de l'arboriculture, même sur des plateaux à 500 mètres. C'est ce qui nous pend au nez dans les années qui viennent.
D'accord. Parallèlement à ça, nous avons observé qu'il y avait des zones que nous ne pouvions irriguer exclusivement par des retenues collinaires. Donc nous sommes allés chercher des idées extraterritoriales, c'est-à-dire aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et autres. Nous avons mis en œuvre des partenariats avec des experts du domaine de la permaculture et nous travaillons actuellement sur des projets. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça s'appelle le Keyline Design. Le Keyline Design, c'est un dispositif holistique, c'est-à-dire global, d'une vision globale sur l'irrigation, qui permet de retenir l'eau, de ralentir le cycle de l'eau dans des zones agricoles avec une certaine pente, pas trop, enfin, quand c'est pas plat, mais ça, quand c'est plat, ça sert à rien, mais quand il y a de la pente jusqu'à une certaine pente, ça a un certain intérêt. Le Keyline Design est composé de la réalisation de canaux. Ceux qui sont un peu de ma génération, nos grands-parents appelaient ça des béalières. Les béalières allaient chercher de l'eau dans les ruisseaux. Aujourd'hui, nous n'avons pas toujours l'autorisation d'aller capter l'eau sur les ruisseaux. Donc, nous nous sommes reconcentrés sur de la pluie et nous avons souhaité planter la pluie. Et cette pluie circule dans ces canaux qui serpentent les parcelles et qui, en ralentissant le cycle de l'eau, permettent son imprégnation et la régénération hydrique des sols. Alors, régénération hydrique des sols, pour être très formel, factuel, ça veut dire qu'on régénère les sources, on régénère les nappes phréatiques. Par ce biais-là, ce qui est plutôt bien perçu par les instances telles l'Agence de l'eau. Ainsi, lorsque je vous parlais d'aspect holistique de la démarche, c'est-à-dire global de la démarche, c'est qu'au-delà de planter l'eau de pluie, nous arborons les bords de ces canaux par une nouvelle végétalisation qui va permettre de recréer de la biodiversité, qui va permettre de replanter de l'azote dans les sols, ce qui permet de limiter tout ce qui est engrais chimiques et autres. Et enfin, nous associons cette démarche avec une certaine culture dynamique et élevage dynamique, c'est-à-dire que sur les zones entre ces, alors on appelle ça des swales, c'est-à-dire le swale, c'est le canal et la végétalisation qui est à côté. Et entre ces swales, eh bien, nous faisons bouger les troupeaux d'élevage avec une fréquence assez rapide, de façon à ce que l'eau ne mange pas l'herbe jusqu'à la racine. Et cela permet de régénérer les pâturages d'une façon plus efficace. Bon, voilà, Merci, on est dans Jean. cette démarche-là. Ouais. Oui, Excusez-moi, pardon, Jean. ouais, Si vous pouvez juste terminer parce qu'on doit passer la parole aux autres ouais, intervenants. j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Et Jean-Luc a compris que j'étais un passionné, donc c'est plus compliqué pour vous. L'avancement de ce dispositif aujourd'hui a fait l'objet d'un accompagnement et de la collectivité et de la CNR, puisque nous sommes proches des gestionnaires du Rhône. Donc, ce sont des instances qui nous ont financé pour une expérimentation sur un lieu très déterminé. Aujourd'hui, nous commençons à avoir des résultats pertinents et nous avons lancé, nous nous sommes engagés dans une AMI avec deux communautés de communes et très prochainement, nous allons avoir une quinzaine de candidats sur ce thème-là qui vont investir sur leur parcelle, plus ou moins grande, ce type de dispositif. Donc, pour nous, c'est un résultat très satisfaisant et c'est un moyen d'accompagnement de l'irrigation en agriculture et de sauvegarde de notre milieu agricole. J'ai essayé de terminer très vite, Jean-Luc, désolé. Ouais.
Très bien. Bah écoutez, donc là on est vraiment parti sur la question de l'eau, mais qui est centrale, qui est vraiment évidemment centrale. Et puis on est dans une démarche que la collectivité initie. Donc c'est vrai que dans certains territoires, les groupements d'acteurs n'ont pas forcément la capacité qu'a une collectivité d'initier des dynamiques collectives et de résoudre des problématiques. Donc là c'est pour l'agriculture. Mais je pense que c'est intéressant de noter que ça peut être aussi du ressort des collectivités d'observer un petit peu les problématiques que rencontrent les acteurs locaux ou les projets d'entrepreneuriat collectif et de trouver des réponses par rapport à ça. Donc, merci Jean. Donc là, maintenant, on va passer sur un autre registre. On va aller en Isère, donc en Chartreuse, et on va s'intéresser au magasin général, qui est donc un projet d'entrepreneuriat collectif, hein, qui est autour de l'alimentation. Donc, du coup, je vais à la fois vous demander également de donner un petit peu les éléments positifs qui sont ressortis de la coopération entre la collectivité et le projet collectif, mais également peut-être de répondre à une question un peu complémentaire. On sait que parfois, même si collectivité et projet d'entrepreneuriat collectif ont au fond des buts communs, il y a parfois une méfiance qui s'installe, une difficulté à se comprendre avec des rythmes de développement qui sont différents, des visions différentes. Et du coup, peut-être dans votre présentation, nous dire un petit mot là-dessus. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec le magasin général aujourd'hui, c'est donc qu'on a à la fois l'élu qui a accompagné cette initiative et un des membres du conseil d'administration de magasin général. Donc, Pascal, je commence à vous donner la parole et puis Fabrice complétera ensuite. Donc, deux mots sur le magasin général et puis bah, comment votre projet Oui, a évolué. alors, deux mots rapidement, en plus, d'autant que moi je fais pas partie des membres fondateurs du magasin, mais je suis arrivé là un peu en cours de route. L'idée du magasin est partie d'une initiative effectivement individuelle de personnes qui ont voulu euh, monter un commerce, du coup, avoir à développer des activités autour de l'épicerie et puis d'un atelier de production, de transformation de produits laitiers. Euh, et qui s'est lancé sur une association, au départ sur le statut associatif, et après qui a pris une forme d'une SIC, accompagnée notamment aussi par GRAP, le réseau du coup un réseau d'activités de transformation et de production et des épiceries au niveau laitier, pour avoir une dynamique aussi plus générale. Peut-être sur l'historique, un peu plus sur la collaboration euh, entre le magasin et les collectivités. Je peux te laisser la parole à Fabrice, qui était vraiment à l'origine du projet, qui était presque avant moi, et puis après, moi, je pourrais revenir un peu plus sur les enjeux actuels. Si ça te va, Fabrice? D'accord. Ouais. Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour à tous. Donc, Fabrice Serrano. J'ai été élu de 2007 à 2020, de 2007 à 2014 en tant que conseiller municipal à Saint-Bernard, donc petite commune de montagne de 600 habitants. Et puis ensuite élu comme maire de 2014 à 2020. Et j'étais également en charge sur la communauté de communes des finances, enfin en VPO Finances. Dès le départ, enfin en 2014, quand l'équipe et moi avons été élus, on avait un projet, c'est-à-dire qu'on était en zone rurale de montagne, avec une économie sur le village qui était très plate. Il y avait une station de ski, mais bon, on connaît les stations de ski aujourd'hui à 1000 mètres. Et on avait cette volonté, c'était notre message de notre profession de foi, refaire battre le cœur de village. Donc, on est arrivé en 2014 avec cette intention. Et puis, en 2015, je vais essayer de faire un historique rapide. Il faut savoir que sur le village, il y avait une communauté religieuse qui était présente avec un patrimoine assez important. Et cette communauté a décidé de partir en 2015 pour rejoindre leur communauté à Lille. Et un certain nombre de fonciers et d'immobiliers ont été mis en vente. Et nous, commune rurale avec pas beaucoup de moyens, on s'est posé la question, est-ce qu'on intervient dans le cas de ces cessions mobilières? Et en conseil municipal, on a dit oui, on va faire ces acquisitions et on verra ce qu'on fait après. Donc on a été pour ça aidé de la communauté de communes pour faire un portage foncier, pour nous laisser le temps de voir ce que nous allions faire de ce patrimoine, mais avec cette idée de refaire battre le cœur. Donc on a pour ça, en 2015, et puis en 2016, on a fait un appel à projet. Et dans cet appel à projet, plusieurs acteurs sont apparus, dont le magasin général, enfin d'abord un collectif de 12 personnes qui sont venus vers nous. Et il y avait un autre collectif qui était un collectif, le Foyer des Petites Roches, qui est une association historique du plateau depuis 1945, et donc qui portait chacun un projet. Et on les a reçus avec l'équipe, et puis on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire ensemble. Il y avait
chacun, parce qu'on avait dit, il y a un patrimoine mobilier, vous pouvez vous mettre dedans et porter un projet. Et les deux avaient l'intention d'avoir ce patrimoine. Et là, le rôle de l'élu, et de l'équipe municipale, c'était de se dire, mais ils sont complémentaires. Là, on aurait vraiment un cœur qui battrait avec ses deux côtés, droit et gauche. Et donc, on a fait se rencontrer et inciter ces deux collectifs à se côtoyer. Et donc, on a avancé là-dessus, tous ensemble, dans la construction d'un projet autour de ce patrimoine et en aidant chacun des acteurs, les deux porteurs, en les aidant comment? C'est-à-dire via un peu d'ingénierie, au sens comment on avance sur la construction de ce type de projet, parce que ça veut dire réaménager des locaux, commencer à porter ça financièrement, aller chercher des subventions. Donc la collectivité, elle, s'inscrit dans ces démarches de dire, moi je suis là pour mettre l'huile dans les rouages, accompagner les énergies, et puis surtout faire participer ces deux acteurs qui soient vraiment moteur dans ce projet. Ce qui fait que les deux porteurs de projet Magasin Général et le foyer des Petites Roches, il y a eu cette co-construction avec la mairie. On a fait appel à un architecte, on a fait des réunions communes pour définir vraiment tout de A à Z. En plus, le Magasin Général avait ce projet de faire beaucoup de travaux par eux-mêmes, puisque tous les aménagements intérieurs ont été réalisés par le collectif. Donc, on était dans quelque chose de particulier parce que nous, en tant qu'élus, la crainte qu'on peut avoir souvent, c'est de se dire, on prend une responsabilité, c'est-à-dire que le patrimoine est à nous, d'imaginer de faire des travaux par un collectif. Enfin, il y avait beaucoup de choses autour de ça, liées aux assurances, liées aux conventions. Donc, c'est tout cet accompagnement qui a été fait au niveau du magasin général. Et donc, c'est un projet qui a abouti fin 2019, donc avec le foyer des Petites Roches qui s'est installé, donc un lieu culturel, et avec le magasin général qui est un complément, un lieu économique. Ce qui fait que les deux se marient très bien parce que ça crée une vie en cœur de village et il y a des interactions entre ces deux mondes, donc les parents qui viennent chercher les enfants à différents moments de la journée ou un certain nombre de fois dans la semaine profitent du magasin général pour pouvoir faire leurs courses. Et l'autre aspect aussi que je voulais insister par rapport à ce projet, c'est qu'au cours du mandat de 2014, de 2007 à 2014, on avait accompagné aussi des agriculteurs à s'installer. Donc il y avait une chèvrerie, et c'est ce qu'indiquait Pascal, c'est-à-dire qu'on a voulu faire aussi en sorte que ces acteurs puissent intervenir au sein du magasin général pour faire de la transformation, pour être en lien avec le territoire localement. Donc il y a eu ce lien aussi qui a été créé. Et puis ensuite, après ça, il y a aussi du maraîchage, un jeune maraîcher qui s'est implanté sur la commune. Donc tout ça a créé une sorte de dynamique, mais le noyau de cette dynamique, ça a vraiment été ce lieu et ces énergies montées par ces deux collectifs avec l'aide des élus en termes d'ingénierie. Donc voilà, c'est un peu pour décrire. Et aujourd'hui, donc en 2020, juste il y a eu la fusion des trois communes. C'est ce projet juste pour dire les, les enjeux ou les risques qui peuvent apparaître. Ce que j'avais dit au moment quand les collectifs nous avaient rejoints, le risque, c'est qu'il faudra que vous soyez fort. C'est-à-dire faire un collectif, c'est très important. Une personne seule n'aurait jamais pu porter ce projet parce que vous allez prendre des coups et il ne sera pas possible d'affronter ce type de coups si vous êtes seul. Donc il y a vraiment, ça c'est un élément important. Et puis de surtout jamais freiner les énergies, les initiatives. C'est aussi le rôle de l'élu. C'est-à-dire qu'un élu, il n'est pas là pour mettre des barrières, mais au contraire pour aider les acteurs à les franchir. Et c'est pour moi quelque chose qui est également très important. Donc voilà, c'est un petit peu un projet, c'est une belle réussite aujourd'hui. Et donc en 2020, fusion des communes, et puis après, voilà, c'est une autre histoire qu'entamée, mais aujourd'hui, il y a un beau lieu de vie à Saint-Bernard-du-Touvet. Ouais. Merci Fabrice d'avoir accepté de témoigner sur cette histoire récente, mais qui est marquante et qui montre vraiment le rôle que peut jouer une commune pour un projet comme celui-ci. Il y a différents éléments qui ressortent de votre intervention qu'il faut absolument faire connaître, notamment la capacité de portage temporaire qui peut être offerte par certaines collectivités d'un foncier, d'un bâtiment. Ça, c'est vraiment souvent précieux comme appui. Aussi, la capacité d'hybrider des projets. On voit là un projet économique, un projet culturel, un projet social sur un même lieu. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, ce qui a été noté également, c'est le fait qu'un projet collectif peut drainer autour de lui tout un tas d'entreprises individuelles qui, du coup, se rallient à une dynamique collective et amplifient encore la démarche. Donc là, c'était le cas des producteurs. Donc, juste pour conclure, est-ce que, Pascal, tu veux préciser un petit peu maintenant où en est le projet, et puis la relation que vous avez avec la collectivité, peut-être des difficultés qui sont apparues au fil du temps? Alors, pour préciser, effectivement, ce que disait Fabrice,
ces bons conseils étaient effectivement bienvenus dans la durée, puisque ce qui a été aussi pas simple pour la collectivité, ça a été à la fois de soutenir une démarche d'un acteur privé et qui a pu faire penser qu'il y avait un favoritisme vis-à-vis d'autres commerces de proximité. Et que c'était un des enjeux que Fabrice avait pointé. Et je trouve que, en tout cas, le projet de la commune, quand ils l'ont porté, ça a été vraiment de se dire on les soutient, mais du coup, avec toute cette limite pour dire on pense vraiment que ça crée un pôle économique, mais en étant attentif aussi aux enjeux vis-à-vis des autres commerçants, pas qu'ils se sentent aussi lésés, puisque ça soulève aussi toujours un peu des jalousies et des dynamiques. Et ce qui a été vraiment, je trouve, vraiment amorcé, qui nous a permis aussi, nous, de toujours être sur cette ligne de crête en disant c'est un projet collectif, mais qui peut aussi bousculer un petit peu les rapports et les habitudes des gens au niveau local. Euh, et aujourd'hui, peut-être pour parler de l'actualité, c'est vrai que le magasin, aujourd'hui, c'est plus de sens sociétaire. On fonctionne avec effectivement 3 fermes du plateau qui ont pu développer des points de vente directs à travers le magasin et qui se leur a évité des intermédiaires ou d'aller dans la vallée, puisque du coup, on est au-dessus de Grenoble et donc ça a vraiment consolidé des emplois de proximité. Ça fait qu'aujourd'hui aussi, avec le temps, au-delà un petit peu des jalousies ou des, qu'en dira-t-on, le magasin, il a montré qu'effectivement, c'est vraiment un ancrage local. C'est un lieu aussi de vie, de partage, qui trouve sa place avec d'autres espaces. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est peut-être de renouveler des relations de développement économique avec la commune, dans le sens d'un projet plus large, qui pourrait prendre effectivement les enjeux autour de l'alimentation durable sur un plateau, puisque du coup aujourd'hui il y a quand même des enjeux, nous, sur un plateau, à la fois de mixité des populations, et aussi des populations qui ont peu de ressources. Et un magasin bio, c'est pas toujours accessible à tout le monde. Donc il y a ces enjeux-là aussi de comment on repense autour d'un projet de développement local, mais qui reste accessible. Ça fait vraiment partie des enjeux importants pour nous au niveau du magasin, de comment on peut créer une dynamique, pas simplement avec des producteurs, mais aussi avec des consommateurs, soit qui viennent, mais soit des consommateurs aussi qui ne viennent pas, parce que il y a un vrai enjeu pour nous à cet endroit-là. Euh, et de trouver aussi comment on peut, plus largement, s'inscrire dans d'autres enjeux autour de l'alimentation à une échelle un peu plus large. Voilà, et sur la compréhension, je pense que pour revenir sur les questions que tu posais, il y a vraiment cet enjeu aujourd'hui de comment on peut développer un tissu favorable à un développement local sans forcément que ça soit euh, pour une collectivité un parti pris de soutenir un acteur au détriment des autres, mais vraiment mettre en œuvre une dynamique collective avec l'ensemble des acteurs et des filières de l'alimentation, à la fois les paysans, à la fois, parce que pour nous il y a des restaurants, des restaurateurs sur le plateau, il y a un autre commerce de proximité qui est plus classique, les écoles. Ça, je pense que c'est un vrai travail de fond à faire aussi pour pouvoir sensibiliser les personnes et réussir à créer une dynamique plus loin, en étant que le magasin, c'est pas la solution, c'est un acteur parmi d'autres qui a participé à une dynamique collective, mais qu'il faut effectivement l'inscrire dans quelque chose de plus large et plus lisible. Donc voilà, pour faire court. Ouais. Donc là, on voit bien, c'est la question de la relation dans la durée entre la collectivité et puis le projet collectif. Donc, c'est comme dans toute relation, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où ça peut se réactiver. En tout cas, avec ce type d'engagement, il y a quand même quelque chose qui est inaliénable, c'est qu'il y a vous êtes quand même sur un local qui est communal, hein, et donc de fait, il y a un lien fort et tout l'enjeu maintenant, c'est de voir comment rebondir et trouver une relation peut-être sur de nouveaux projets qui vont apparaître, des opportunités à saisir, qui pourraient susciter à la fois l'intérêt du collectif et de la collectivité. Donc, je crois que cet exemple de magasin général a beaucoup d'éléments d'analyse intéressants. Merci de vos témoignages. Donc, du coup, pour avancer un petit peu sur notre sujet, on va passer à une autre question. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à indiquer dans le chat éventuellement des questions, puisqu'on aura un temps d'échange par la suite. Donc, vous pourrez bien sûr poser des questions et puis témoigner aussi peut-être de certains sujets. Donc, pour avancer, je voudrais aborder le point des besoins mutuels. En fait, un projet d'entrepreneuriat collectif a des besoins de développement, de création, d'ancrage, etc. Et puis une collectivité, elle a aussi sa politique, sa politique publique et puis ses priorités.
Et parfois, les deux ont du mal à se rejoindre. Un projet d'entrepreneuriat collectif peut avoir des demandes assez pressantes. La collectivité va être sur un rythme un peu plus long et puis va vouloir aussi avoir une vision globale. Et peut-être qu'un projet collectif ne va répondre qu'à une partie de ses préoccupations. Donc par rapport à ça, je vais redonner la parole peut-être à Isabelle et de ce que tu vois sur le territoire Sud-Ardèche, comment ça se passe un petit peu le rapprochement entre à la fois les besoins des collectivités et des porteurs de projets, euh, de ce que tu vois là dans ton territoire. Euh, En fait, ce qui me semble important et ce dont témoignait voilà, le témoignage là, sur le magasin général, c'est en fait cet enjeu de co-construction à un moment donné, dès lors qu'on est sur quelque chose de partagé au niveau des besoins. En fait, les activités, elles s'installent, notamment des activités collectives. Du coup, nous, on est plutôt sur le champ de l'économie sociale et solidaire, donc avec un enjeu d'utilité sociale, donc une réponse à des besoins identifiés sur un territoire. Dès lors que ces besoins ils sont partagés et qu'on décide de les travailler ensemble, et ben ça permet de mettre aussi autour de la table tous les enjeux que peuvent avoir les différents acteurs en fait et d'essayer d'y répondre collectivement. Voilà, et c'est en ça où ça me semble intéressant. Enfin, ce maillage et ce temps de compréhension d'intérêt des uns et des autres pour réussir à construire un projet sur le long terme par rapport justement comment surmonter les craintes de travailler ensemble ou qu'est-ce qui permet d'envisager une collaboration sur le long terme, c'est vraiment de poser les bases de l'intérêt de travailler ensemble dès le début. Euh, voilà. D'accord. Alors, Fabrice a dû nous quitter, hein, il avait un temps limité, donc on le remercie encore de sa participation. On va pouvoir maintenant passer un peu à un échange donc entre les intervenants et puis tous les participants à la table ronde. Donc, si parmi vous, soit un participant, une participante a une question par rapport aux intervenants, ou voire un témoignage complémentaire qui rejoindrait les questions qu'on vient d'évoquer. Donc, c'est le moment de nous signaler un petit peu. Alors, on a deux questions déjà au niveau du magasin général, donc on peut peut-être commencer par ça. Et pour les autres, préparez vos questions. Donc, pouvez-vous donner des exemples d'acteurs qui ont directement ou indirectement fait sentir qu'il y avait favoritisme de la collectivité? Je crois que tu as des éléments par rapport à ça, Pascal. Et puis, est-ce que la mairie est sociétaire au sein de la SIC Magasin Général? Alors, je vais commencer par la deuxième. La mairie, écoute, c'était la position de Fabrice qui était dès le départ, euh, qui a été discutée, de dire est-ce que la mairie est du coup sociétaire, et du coup pour justement pas être en disant qu'il était vraiment à l'initiative de la dynamique, vraiment sur le lieu, et qui accompagnait fortement, ne s'était pas positionné. Alors en plus, il y avait des enjeux de fusion des communes, mais c'était pas positionné comme étant effectivement sociétaire. Ça pourrait, c'était prévu dans les statuts mais justement pour garder aussi cette distance vis-à-vis des autres projets et concrètement en termes d'acteurs qui sont sortis directement concernés sur le favoritisme, il y avait il y a un magasin, une petite supérette qui du coup a mal vécu le fait qu'on arrive, puisque du coup pensant qu'on arrivait, comme c'était soutenu par la mairie, qui avait l'idée de finalement de mettre fin un peu à leur monopole qu'ils avaient, et puis avec l'idée en plus que comme c'était bio, que c'était un peu bobo, que c'était avec une envie d'avoir une offre qui n'était pas proposée pour tout le monde, et donc du coup quelque chose qui était mal vécu, d'autant plus que du coup la mairie avait fait une proposition qui était une augmentation du loyer sur les 3 premières années en fonction des résultats d'activité, quelque chose qui était au même titre que d'autres. Mais comme c'est arrivé à un moment où en fait on a une fusion des trois communes, en gros on nous a dit, en gros vous payez rien, vous payez le même prix qu'une association alors que vous êtes une entreprise. Et donc il y a eu ces enjeux-là et puis beaucoup de craintes d'acteurs qu'on allait voilà, aller contre eux alors que la démarche a été justement l'inverse, ça a été de travailler avec les autres commerces pour pas faire la même chose, pour éventuellement pour travailler vraiment sur une complémentarité. D'accord.
Et je crois qu'avec la supérette, vous avez aussi essayé de faire des choses pour. On a été les voir et on a essayé de discuter. Et après, et moi, du coup, c'est même dans ce cadre-là que je suis arrivé, puisque j'ai fait un stage en magasin général et j'avais travaillé sur la question de l'alimentation en allant voir les différents enjeux. Et en fait, c'était pas tant les, les personnes qui avaient le mal à la supérette que le propriétaire des locaux de la supérette qui, lui, se sentait remis en cause. Et on a été voir après la boulangerie avec qui on travaille pour la solliciter pour faire une offre complémentaire de ce qu'elle fait dans le magasin. Vraiment se travailler là-dessus, mais on voit bien c'est ce que dit Fabrice, entre l'enjeu et l'implantation, les changements parfois sont un peu plus difficiles. Voilà. Et il y Alors oui, avait il y a pas mal d'autres questions. sur la question du foncier, donc euh, c'est la mairie qui est propriétaire des locaux. Et donc, du coup, nous, on a un bail locatif, effectivement, un bail commercial, avec du coup un loyer tous les mois. Mais effectivement, la particularité, c'est que dans le projet, en fait, on a récupéré le bâtiment, il y avait le gros œuvre qui avait été fait, et après, nous, on a monté tous les volumes et tous les aménagements intérieurs ont été faits par les membres de l'association de préfiguration de la coopérative. Très bien. Les articulations entre l'activité commerciale du magasin et de l'activité culturelle, mais Ouais. ça a été un projet un petit peu aussi en devenir parce que les deux collectifs, le Foyer des Petites Roches, ça a beau exister depuis 1945, ils n'avaient jamais eu un lieu collectif, il y avait plein de salles différentes. Et donc en fait là, on arrive 2 ans à penser des projets ensemble. Avant, il a fallu que chacun trouve son rythme. Et donc aujourd'hui, on a pensé des événements culturels, des fêtes où quand l'un est ouvert et quand c'est porté par l'un, l'autre vient en complémentarité, mais quelque chose qui va s'installer dans le temps et qui permet que chacun il garde sa place, mais se construire petit à petit des passerelles. Voilà. Sur l'accompagnement du projet magasin, l'achat du lieu par la commune, est-ce qu'il y a eu un accompagnement, notamment financier, peut-être d'autres acteurs que. Oui, au départ, on a été accompagné et on est toujours accompagné par l'URSCORP, et puis par Gaïa, qui est du coup un dispositif France Active spécifique à l'Isère, et puis aussi par la NEF, du coup, au niveau financier, pour pouvoir être accompagné en plus des appels à contribution auprès des sociétaires et puis euh, des prêts participatifs. Voilà. D'accord. Très bien. Bah, ça précise un petit peu les choses sur le magasin général. Et je J'aurais vais une sur question, Jean-Luc. C'est Oui, possible de vas-y. poser des questions? Non, Oui, mais bien moi, sûr. Oui, oui. je me posais la question justement par rapport à ce qu'on posait comme définition un petit peu de l'entrepreneuriat collectif, notamment le lien à la ressource locale, etc. Enfin, le magasin général, vous avez développé des relations particulières avec les producteurs locaux. Enfin, comment ça fonctionne tout ça, quoi? En fait, c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'avais laissé la parole. Au départ, c'est parti vraiment d'une démarche d'un groupe de personnes qui voulaient vraiment apporter une offre complémentaire à la fois sur un ancrage euh, pour faire vivre un territoire, le cœur d'un village. Et dès le départ, on a associé les producteurs. Donc ça veut dire que on a par exemple dans la mer, on propose des offres au niveau, que ce soit au niveau fromage, au niveau des produits laitiers, mais aussi au niveau des légumes. C'est la priorité de nos producteurs locaux, notamment en termes de tarifs. Ça veut dire que on fait des tarifs plus avantageux, on marche beaucoup moins sur les producteurs locaux. On les met en avant et on commence toujours par eux, de leurs besoins, pour ajuster nous après nos commandes avec les fournisseurs un peu plus larges. Et pour certains, on a effectivement signé des conventions plus spécifiques pour les soutenir, notamment on a un atelier de transformation de produits laitiers avec lequel on a signé une convention avec un tarif avec un prix d'achat beaucoup plus haut que la moyenne pour effectivement soutenir, leur permettre de développer une activité. Parce que c'est souvent l'enjeu aussi surtout une agriculture de moyenne montagne, de pouvoir s'engager dans des achats ou notamment avec des problématiques d'accès à la terre, et nous de pouvoir leur permettre aussi de soutenir. Donc on a des parts dans certains projets collectifs, et puis aussi pour d'autres sur les formes de conventions pour les soutenir plus longuement. D'accord. Alors, on avait également une question là sur l'eau, le projet sur l'eau. Est-ce que, Jean, si tu nous entends, je pense que tu dois être encore là.
est-ce que les agriculteurs se sont progressivement structurés? Est-ce qu'il y a éventuellement une forme juridique collective des agriculteurs pour soutenir ce projet d'irrigation collective? Je sais pas si Jean, tu nous entends là Ouais, encore. ouais, j'ai noté la question de Blandine. Ouais. Vous entendez? Oui, si tu peux répondre alors Allô, allô? brièvement. Oui, Bon, vas-y. ouais, j'ai noté la question de Blandine. Je suis en train de lui écrire de façon visible de tous. Ok, très bien. Il n'y a pas le seul contexte juridique, c'est celui qui est imposé par la réglementation de l'État, de l'agence de l'eau et donc de la police de l'eau. On ne peut pas faire ce que l'on veut. En revanche, ce que nous avons déployé en expérimentation a été validé par ces instances-là. D'accord. J'ai pas compris la question, donc j'ai du mal à comprendre la réponse. Je suis désolé. C'est possible. La question, Pourtant, c'est l'eau, c'est simple, hein. quelle forme juridique a pris le groupement des agriculteurs? Le projet a-t-il été focalisé sur la question de la quantité ou la question de la qualité de l'eau? Mais si Jean, tu peux continuer à répondre dans le Ouais, chat, du coup, parce qu'on a une ouais. autre question là de Ouais, je Blandine. vais répondre dans le chat, mais à la question, au questionnement, au dernier questionnement, il n'y a pas d'organisation juridique des agriculteurs. Les agriculteurs ont été sollicités par une idée innovante et ils ont adhéré, ils ont candidaté et ils ont été sélectionnés. On en est là aujourd'hui. D'accord, ok. Donc peut-être que par la suite, il pourrait y avoir une prise en charge collective, mais elle n'est pas encore en route. Alors, Absolument. sur la dimension collective, justement, euh, par rapport au magasin général, mais peut-être Amsud peut aussi compléter, euh, qu'est-ce, comment on arrive à maintenir la dimension d'entrepreneuriat collectif, donc la dimension de la coopération au sein des acteurs qui sont réunis, parce que dans la durée, c'est pas toujours évident. Et est-ce qu'il y a un accompagnement qui a été fait à ce sujet-là? Donc là, il y a Gaïa qui est évoqué, qui est une structure d'accompagnement en Isère, hein, mais peut-être qu'Amsud, vous avez aussi là-dessus des pratiques d'accompagnement des projets collectifs. Donc on peut commencer peut-être Pascal et puis Isabelle sur cette question. Gaïa, me semble-t-il, parce que moi je suis arrivé en cours, mais Gaïa c'est vraiment plus sur l'accompagnement, sur le montage économique et un peu structurel. Là où on est plus accompagné sur la partie coopérative, c'est vraiment avec l'URSCOP, sur le fonctionnement, notamment tout ce qui est plutôt. En fait, on a la chance du coup d'avoir avoir intégré le réseau GRAP dès le début. C'est un réseau qui est une SIC à l'échelle régionale qui soutient et qui met en réseau des acteurs de l'alimentation dans un périmètre de 100 à 150 km autour de Lyon. Euh, qui sont déjà en fonctionnement coopératif. Et donc, du coup, on a bénéficié de leurs outils, de leur dynamique, à la fois en termes de process de travail, à la fois en termes de soutien de l'équipe, en termes de support. Donc, vraiment plus sur la partie concrète de l'organisation qui vient bien s'agencer et se compléter avec le travail de l'URSCOP qui travaille vraiment sur plus les outils de l'Union régionale coopérative sur des modes de fonctionnement plus institutionnels. Donc on arrive à trouver entre les deux. Et, euh, et pour faire vivre la coopération, nous aujourd'hui, effectivement, on est en plein dans ces questions de gouvernance aujourd'hui, après 3 ans, puisqu'il y a eu l'ouverture juste pendant le Covid. On a aussi tous les enjeux d'ouverture et aujourd'hui, c'est comment on le renouvelle et comment on arrive à trouver l'équilibre entre équilibre financier, les pérennités économiques du modèle et puis pérennité collective d'une dynamique où aujourd'hui on a, pour nous, en termes d'enjeux, besoin de renouveler aussi la place et la participation des sociétaires qui étaient très présents au départ pour l'ouverture, pour les travaux, pour le financement, pour la communication et qui, avec le temps, se sont un peu. Il y a moins de sociétaires engagés, et donc il y a un enjeu pour nous à renouveler de la vie coopérative. D'accord. Et Isabelle, de ton point de vue, est-ce que c'est comment vous accompagnez dans la durée des collectifs qui parfois peuvent avoir des difficultés en termes de mobilisation, de vie collective? Alors nous, au niveau de l'accompagnement, on accompagne surtout les associations vraiment au fil de l'eau. Donc ils nous sollicitent un peu en fonction de leurs besoins tout au long de, voilà, de leur activité. C'est vrai que
comme le disait voilà, auparavant, c'est Pascal, je crois, qui autour du magasin général, les coopératives, enfin les deux coopératives que j'avais en tête là, qui sont plutôt des coopératives de boulanger, ils sont aussi pas mal accompagnés par l'URSSCOP et nous on renvoie voilà, régulièrement par ce réseau sur des associations, notamment celles qui ont évolué vers des bars associatifs. On les met aussi en lien avec le réseau des cantines et cafés associatifs qui existent aussi, pour lesquels ils trouvent de la ressource vraiment sur la partie activité. Après, on est intervenu, voilà, on est sollicité sur des choses assez diverses, notamment la question du conventionnement, et c'est des choses importantes qui nous semblent importantes voilà, des choses sur lesquelles il faut accompagner, notamment dans le cadre de la mise à disposition d'un local, puisqu'on a vu des exemples sur notre territoire où l'équipe municipale avec qui le projet a été monté a évolué et du coup des risques pour la pérennité du projet par rapport à cette mise à disposition du local avec un changement du coup de l'équipe. Et d'où l'intérêt quand même dès le démarrage d'essayer de poser un peu les choses sous forme de conventionnement ou autre, mais de façon à ce que une évolution des personnes en présence ne mette pas à mal le projet qui s'est installé, quoi. D'accord. Est-ce que d'autres personnes veulent rebondir là par rapport au sujet qu'on est en train d'évoquer ou d'autres sujets qu'on a évoqués pendant la table ronde? C'est l'occasion de vous exprimer peut-être. Non, pas d'autres. Ou un témoignage éventuellement sur soit un projet que vous accompagnez, soit un territoire et des problématiques. Personne n'ose. Il y a une Très bien. question dans le chat. Dans le chat, il y a une question qui arrive de Violette. Oui, c'était une information donc sur Hein Non le réseau CDI dans la Drôme qui fédère les tiers-lieux et le réseau Relief. Là, c'est vrai qu'on a peu évoqué des tiers-lieux encore aujourd'hui, mais je crois que ça sera évoqué de toute façon dans les autres sujets. Mais on avait bien retenu la dynamique actuelle des tiers-lieux comme étant aussi une forme d'entrepreneuriat collectif et active en milieu rural. Donc vous avez plein de coordonnées qui tombent là dans le chat, vous pouvez les relever au fur et à mesure. Donc on va aller vers la conclusion de la table ronde. Donc je vais redonner la parole à Jean-Philippe et puis aux autres personnes du coup, aux autres intervenants. Mais donc pour commencer, Jean-Philippe, comment toi tu verrais à l'avenir l'évolution des politiques publiques pour justement faciliter, susciter, accompagner ces projets d'entrepreneuriat collectif? Dans un monde idéal, qu'est-ce qui serait pour toi vraiment déterminant et qui pourrait faciliter beaucoup les relations? Ben, moi, en tous les cas, enfin, sur ce que j'ai entendu, ce qui est évident, c'est que la place des collectivités, notamment à travers les exemples qu'on a vus, et la capacité des collectivités à accompagner des projets, enfin, elle est essentielle, quoi. On voit bien comme ça facilite les choses. Donc enfin, tu parles de politique publique. Enfin, il y a à la fois les politiques publiques, puis il y a à la fois aussi la manière dont les collectivités peuvent se saisir de ce type de projet pour les accompagner, quoi. Et être en capacité aussi de mobiliser un certain nombre de politiques pour accompagner les projets. C'est ce qu'on nous expliquait notamment sur le projet du magasin général, notamment. En, moi, ce qui me semble, mais on va y venir, enfin, quand on va parler d'études, mais ce qui me semble effectivement important aussi, c'est que pour définir des politiques publiques, au moins au niveau local, ou pour être capable de les mobiliser, enfin, il y a nécessité à un moment que les collectivités locales et les porteurs de projets, enfin, ils puissent se rapprocher. Alors, on va pas reparler de la question de la compréhension, etc. Mais notamment que quand les politiques, quand les collectivités locales élaborent des programmes locaux et des politiques publiques à l'échelle de leur collectivité, eh ben, à un moment, il y a un croisement avec ces porteurs de projets collectifs et que soit pour inspirer ces politiques publiques locales, soit pour que ces acteurs d'entrepreneuriat collectif, à un moment, ils puissent être en capacité de mettre en œuvre tout ou partie, alors plutôt partie de ces politiques publiques, quoi. Et puis enfin, il y a un troisième point sur cette question du financement des politiques publiques, enfin un quatrième point, je dirais, qui me paraît moi important, c'est que sur ces projets qui sont à la fois
sur de l'économie, je suis un magasin, je développe de la vente, etc., en valorisant les acteurs, enfin les producteurs locaux. Et puis en même temps, ben, je propose une activité culturelle sur les territoires. Et là, je suis plus financé par ma mission d'entrepreneuriat, mais je suis plus sur l'action de développement. À un moment, il y a sans doute nécessité à trouver des solutions pour que effectivement ce volet qui est plutôt développement qui ne rentre pas dans le volet entrepreneuriat, il puisse être accompagné par des politiques publiques et des financements. Voilà, enfin pour répondre peut-être globalement à la question, donc pour ça, ben voilà, il y a un certain nombre de politiques, soit nationales qui existent, enfin notamment, enfin je sais pas, on peut parler des politiques de tiers-lieux. Alors bon, c'est pas forcément suffisant, mais il y a un certain nombre de politiques qu'on peut identifier. Et puis après, il y a des politiques aussi au niveau local, soit qui sont portées et financées en direct par les collectivités, soit qui sont portées, qui sont des programmes. Enfin, je sais pas, on va avoir un leader qui démarre. Enfin, il peut y avoir des choses qui s'inscrivent aussi dans ce type d'outils. Enfin voilà pour faire un peu global, mais voilà les points qui, moi, me semblent importants. D'accord. Et du coup, en conclusion, pour nos intervenants, donc là aussi, est-ce que vous pouvez ben, donner un petit peu une vision, une perspective sur cette relation? Comment booster les liens, la synergie entre les collectivités locales et les projets d'entrepreneuriat collectif? Qu'est-ce qui vous semblerait vraiment important et qui pourrait faire avancer ce sujet? Donc, toujours dans une idée de société idéale, donc pour ouvrir un peu ouvrir les perspectives. Donc, je ne sais pas si Pascal, tu veux nous témoigner un petit peu par rapport à ça en mode conclusif. En mode conclusif. Je pense que c'est la compréhension. Aujourd'hui, ce qui pourrait faire bouger peut-être les lignes, et qui les fait avancer, c'est aussi tous les outils d'aujourd'hui qui n'existaient pas il y a plusieurs années. Donc, on parlait des PAT, des PAIT, la question de la compréhension de l'alimentation de manière plus large, pas simplement comme un enjeu alimentaire, mais un enjeu économique et social. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand ça s'inscrit de manière plus largement des projets quels qu'ils soient, Scope ou autres, ils prennent leur place parce qu'il y a des outils qui permettent de relayer et de structurer des initiatives individuelles. Et c'est là où je trouve qu'il faut à la fois pouvoir avoir des portages individuels soutenus par des collectivités et puis aussi soutenus par des politiques plus loin, plus larges, pour vraiment réussir à créer des systèmes qui avancent. On voit bien que là, avec autant pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'épiceries qui se sont développées. Et on voit bien aujourd'hui que les filières bio, les épiceries ont plus de mal parce qu'effectivement, dans un contexte plus tendu économiquement, c'est que c'est plus difficile de vivre et les gens font des choix et que pour autant, c'est des acteurs de proximité essentiels en termes de lien social, en termes de partage. Et c'est vrai que c'est seul, seul à un moment donné, on risque aussi de se retrouver à des limites de développement et que ça, c'est pas la puissance publique de tout faire, mais effectivement de relayer, de soutenir, de permettre d'organiser que des échanges et des diversités d'acteurs puissent exister. Voilà. D'accord, donc toute l'importance de tous les acteurs qui vont faciliter, soutenir, accompagner cette relation et qu'évidemment que la part du local est déterminante, mais elle ne peut pas agir seule, elle a besoin aussi de soutien un peu plus structurant. Isabelle, est-ce que vous voulez ajouter un point là-dessus sur comment booster cette synergie? Ce qui me semble aussi important, c'est vraiment la prise en compte des initiatives citoyennes en fait, qui émergent sur les territoires. Quand on parle de politique publique, bah, c'est souvent des réponses à des problématiques qui se présentent sur le territoire. Et on voit souvent que bah, les citoyens s'organisent aussi pour répondre à voilà, c'est un certain frein qu'ils rencontrent et tout ça. Je prends l'exemple, il y a une étude de précarité qui est en train d'être menée sur notre territoire, et donc il y a un diagnostic qui est fait. Et dans l'état des lieux et le diagnostic, dans un premier temps, se limite aux données statistiques. Et en fait, je pense qu'il y a un gros enjeu à identifier déjà ce qui se fait sur le territoire et voir bah, comment on peut plutôt unir nos forces, surtout dans un contexte quand même de raréfaction des financements à tout niveau. Il y a vraiment
enfin, voilà, il y a des choses qui se passent sur les territoires et les mettre, les porter à connaissance de tout le monde, bah, voilà, c'est déjà une base pour pouvoir réfléchir ensemble à des problématiques identifiées par, bah, voilà, sur les territoires, que ce soit en termes de précarité, enfin, de différentes thématiques auxquelles répondent les collectivités. D'accord, merci. Et Jean, vous aviez évoqué donc la politique que vous mettez en place au niveau territorial sur le champ agricole. Qu'est-ce qui pour vous permettrait aux professionnels de s'organiser collectivement et de susciter de l'intérêt pour vos politiques et du relais au niveau des acteurs? Donc, comment vous voyez un petit peu l'avenir par rapport à ça, les liens que vous pouvez établir avec le monde agricole? Je ne sais pas si vous nous entendez, Jean, encore. Peut-être pas. Je vous entends D'accord. et je disais qu'une partie de votre phrase a été tronquée. Ah, d'accord. Bah, l'idée, c'était Donc, j'ai pas entendu la question. oui, vous nous avez présenté un petit peu votre réflexion sur l'agriculture sur votre territoire et puis la politique que vous avez définie au niveau de la communauté de communes. Et si à l'avenir vous deviez permettre justement à plus d'agriculteurs de s'organiser sur votre territoire en lien avec vos préoccupations, qu'est-ce qui serait vraiment important pour permettre cela et comment vous voyez un petit peu l'évolution de vos politiques en lien avec les acteurs? Le point d'entrée, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est une structure qui s'appelle le plan alimentaire interterritorial et il en D'accord? découle un certain nombre d'analyses, d'études, de diagnostics et qui nous permettent de mettre en place des plans d'action de façon à ce que les agriculteurs puissent se réinstaller dans les zones rurales. Ça, c'est un fait. Donc la collectivité est complètement engagée et dans son plan de territoire et dans son PCAET autour de cela. Maintenant, j'en profite pour prendre en compte une question que m'a faite en privé. Je me souviens plus de son prénom. Elle se reconnaîtra, il Blandine, ou elle se ouais, reconnaîtra. ouais, Blandine qui m'évoquait le projet qui a émergé dans notre commune de Boffre et en particulier l'auberge de Boffre. Et je me permets de lui répondre Oui, oui, oui. directement, c'est que euh, les petites communes ont très peu de moyens financiers pour soutenir des projets économiques. En revanche, ce projet était tellement essentiel pour la survie du village. De mémoire, nous on est rentré en mandature en 2020 et on a fait obtenir une subvention communale, voire départementale, cumulée de l'ordre de 5 à 7 000 euros ou 10 000 euros, quelque chose comme ça. Ne retenez pas les chiffres, mais sachez que économiquement, enfin budgétairement, la commune a investi pour ce type de projet. Maintenant, vous savez aussi qu'il y a qu'il y a eu des fondations qui se sont très investies pour la réactivation de l'économie dans les petits villages. Et nous avons d'ailleurs reçu un de ses émissaires, l'ancien président François Hollande, qui, au travers de sa fondation, a accompagné l'auberge de Boffre, je crois, pour un montant de 300 000 euros sur 3 ans. Et il est même venu lui-même s'assurer que tout fonctionnait bien et il en a été très satisfait. On a une véritable émergence d'une façon nouvelle d'appréhender l'économie locale. Et nous, les élus, on doit prendre en compte ça. Et c'est vrai que c'est un changement de mentalité dans les communes, surtout rurales. Et c'est aussi par là que ça passera, parce que j'ai entendu aussi un commentaire très pertinent tout à l'heure, c'est que la collectivité qui accompagne des projets de ce type eh ben, a un comportement essentiel dans la survie de nos mondes ruraux. Voilà, j'ai Merci, fait merci. un peu ma conclusion, hein, je suis désolé. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Je trouve que ça donne vraiment une perspective au niveau des collectivités et une écoute de ces acteurs qui entreprennent autrement. Donc là, on a évoqué l'auberge de Beaufort, hein, qui est aussi un exemple assez intéressant, très important.
qui a été soutenu également par Village Vivant, je crois, et puis qui est accompagné Ouais, par le réseau, absolument, par le réseau Grenade, qui agit aussi à l'échelle de la région. absolument. Ouais, donc ça, c'est vraiment des projets qu'il faut valoriser. Et on est arrivé au Absolument. temps, enfin à la fin du temps de la table ronde. Je voudrais vraiment remercier tous les intervenants qui ont pu apporter leur expérience, leur témoignage. Et je pense que tout le monde est un petit peu motivé, mobilisé pour un monde rural dynamique et solidaire. Donc, on va continuer dans cette voie, et notamment avec les outils créés par Cap Rural dans le cadre de cette étude. Donc, on va enchaîner maintenant sur l'aspect un peu outillage. Comment on va outiller ces dynamiques. Et c'est ce qu'a essayé de faire Cap Rural avec tous ses partenaires pour permettre aux professionnels d'évoluer avec d'autres perspectives.